bonjour à toutes et à tous. Alors, ouais, merci. Alors aujourd'hui, on va vous parler de bryologie. L'objectif de cette présentation, c'est de susciter de l'émerveillement chez vous. On a parlé tout à l'heure de la tête, du corps et du cœur, et on va essayer d'aller vers le cœur. Bon. Le collectif bryologique du Massif central, donc c'est un collectif qui a vu le jour en 2022. Et l'objectif, alors l'idée au départ, c'est de fédérer, de rassembler, de réunir les bryologues du Massif central et pas seulement des régions périphériques, des régions limitrophes, avec des objectifs qui sont divers, hein, un peu classiques, mais c'est d'améliorer l'état des connaissances des bryophytes. Il y a beaucoup de travail encore à fournir. C'est d'améliorer également l'état de conservation des espèces et des communautés. Et c'est surtout de monter en compétence. Le fait d'être en équipe, alors faire de la bryologie, c'est génial, mais la bryologie en équipe, c'est merveilleux. Et ça permet de progresser de manière constante au contact des autres, parce qu'on est tous très complémentaires, on a tous des espèces qu'on connaît dans nos territoires ou qu'on connaît un peu moins en fonction des territoires dans lesquels on travaille, on a tous des points forts et des points faibles, et ça permet vraiment de progresser de manière constante. Chaque année, on organise, depuis 2022, donc c'est la 3e année cette année, on organise des rencontres, les rencontres bryologiques du Massif central. En 2023, on est allé gratter du coup les monts du Cantal pour étudier les communautés des roches volcaniques. En 2024, on ira dans le Haut-Forêt pour voir ce qui se passe sur les ubacs forestiers du Montagnard supérieur. Et en 2022, on est allé s'amuser sur les grès des Cévennes ardéchoises. Et on va vous dessiner un petit peu les contours des résultats et puis vous parler un petit peu de ces grès, là. Vas-y, Mike. On vous a mis plein d'images. Ah oui, je commence par une carte géole de la France. C'est juste pour avoir une petite vision de recul sur l'importance des grès pour les bryophytes, les grès français. Alors là, j'en ai mis quelques-uns parmi les plus célèbres qui abritent une très riche flore bryologique. Il y a évidemment les grès vosgiens qui sont connus pour abriter Van den Boschia, là, le fameux tapis vert là, qui s'enfonce dans les trous des grès vosgiens. Ça, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup chercher ça avec la mousse qui brille. Et pour les bryos, c'est extraordinaire. On va voir ça tout de suite. Évidemment, les grès de Fontainebleau, qui ne sont pas des grès du Trias, hein, mais qui sont aussi également très intéressants. Les fameux grès corésiens, notamment de la vallée de Planche-Torte. Je ne sais pas s'il y a des corésiens dans la salle, mais ça, c'est du haut niveau aussi. Le Pays Basque, c'est vrai que c'est là qu'on trouve aussi de vraies raretés. Et les Maures et l'Estérel, et puis les vallons obscurs derrière Nice, tout ça, toutes ces roches qu'on appelle des grès ou des conglomérats, ils ont une originalité de fonctionnement au niveau de la circulation de l'eau qui est particulière. L'eau dans les grès circule pas de la même manière que dans les autres roches. La plupart des roches, qu'elles soient même granitites, schistes ou calcaires, l'eau circule principalement par fissures, donc c'est une circulation plutôt dite karstique. Et dans les grès, le plus souvent, il y a également, via les fissures, une circulation de l'eau karstique, mais il y a surtout une circulation de l'eau intergranulaire qui est très lente, ce qui fait que l'eau s'imprègne très lentement dans ces roches-là, mais du coup la redistribue très lentement aussi et sur une très longue période. On a du coup des milieux qui sont plus longtemps en eau et qui sont plus favorables aux bryophytes. Je vous donnerai juste un exemple. Si vous allez dans un alluvion classique de rivière Cévenol, s'il y a un bout de grès dans cette rivière, eh ben c'est le seul qui sera moussu. Les autres, ils seront lavés par la rivière. Le grès est vraiment très bryophile. Alors, je vous donne quelques illustrations de grès français. Voilà les Pays Basques avec une rareté qui a un nom un peu rigolo, la Marquesinia macaille. Très, très joli. Ça, c'est le site, peut-être que tu connais, Michel Boudry doit connaître. Le Cap Figuier, c'est pas en France, c'est juste de l'autre côté, vers Hendaye. Brive-la-Gaillarde, la vallée de Planche-Torte, avec notamment du Mortiera hirsuta, une grosse hépatique toute velue. Et puis les grès vosgiens, ça c'est une originalité qui est présente sur grès et qui est connue également sur bois mort. C'est pour vous montrer un peu les convergences d'écologie entre les grès et le bois mort, qui fait cette grande richesse de ce substrat pour les bryophytes en France.
Ça, c'est pour vous montrer comment on a découvert ce site. Et c'est tout simplement en allant me baigner près d'Evance, dans le sud Ardèche. J'ai découvert ce site d'en bas. Ça, c'est ce qu'on voit en bas du bord de la route. Je me suis dit, waouh, ce truc, ça sent bon. Ça sent bon au niveau rien que visuel. C'est beau, quoi. Et c'est ce que j'aime dans la Brios, c'est que on a différentes échelles d'émerveillement. Ça va de la microscopie à l'échelle de paysage. Et là, ça sentait bon. Donc je suis monté là-dedans et j'ai découvert ça. J'étais fin fou. Bien d'autres botanistes étaient venus sans doute là, mais moi j'avais l'approche brio et je me suis dit waouh, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il y a là. Et puis c'est juste beau. On a l'impression d'être dans une sorte de forêt pétrifiée, quoi. Et ça a été très mal expliqué la raison de ces protubérances là que vous voyez. Je vous ai les mis mouillés et secs. Alors sec, c'est moins funny au niveau brio, c'est moins coloré. Mais dès lors qu'il y a de l'humidité, vous voyez les mousses apparaître d'un peu partout, elles sortent de la cachette. Et là, un autre aspect, voilà, mouillé sec. C'est vraiment un site qui nous a beaucoup, qui régale des yeux. Et quand on commence à fouiller, évidemment, on trouve plein de choses. Et je vais laisser Mathia s'exprimer sur les découvertes qu'on a faites sur ces grès. Voilà, ça c'est un petit tableau de portraits certains les appellent des tétines, des protubérances, des pitons. Je l'appellerais, si on doit le résumer, c'est la baie d'Along ardéchoise, mais desséchée. Voilà. Moi, je vais prendre le relais. Merci, Émeric. Pour un petit point chorologique et floristique, c'est les seuls chiffres que vous verrez. On reste sur l'émerveillement et ces pourcentages, c'est pas trop drôle. Bon, néanmoins, sur 5 sites et en 3 jours 2022, on a identifié 230 taxons, ce qui, ensemble aux autres données présentes déjà sur les grès, ça fait plus ou moins 280 taxons présentes, ce qui, pour une étude qui est en cours, c'est pas du tout négligeable. Première analyse chorologique, il faut retenir principalement 2 choses. La première, c'est que le 45% de la bryoflore est composé de taxons méditerranéens océaniques, en sens large, bien entendu, et que plus d'un tiers a une affinité montagnarde. On va voir certaines de ces espèces méditerranéo-océaniques qui caractérisent autant les grès d'Ardèche. On a des mousses comme Bartramia aprica ou encore Campylopus pilifère. Grimia lisae, ici avec Bryum alpinum. Bryum alpinum, il est un peu partout, vous le verrez sur plusieurs photos, il était assez présent dans toutes les communautés. Hein. Surtout quand il est mouillé. Surtout quand il est mouillé. Epipterygium tozeri, c'est une petite miniacée, il a des cellules qui sont énormes et on peut le voir à la loupe x10 sur le terrain, c'est assez beau. Ici, avec une autre petite cryptogame, c'est une fougère, c'est Anogramma leptophylla. Et des petites hépatiques à feuilles comme Cephalosella turneri et les cachets là sous la flèche, c'est pas la grosse mousse rouge qu'on voit. Et Phossombronia angulosa et Phossombronia cespitiformis, il faut penser que tout ça, il fait quelques millimètres, hein. Sauf Phossombronia angulosa qu'on peut détecter sur le terrain, à peu près, car la tige, elle fait 1 cm. 1 cm pour un bryologue, c'est remarquable. Ou encore Gongilanthus ericetorum et Satubiatofacea, espèces très semblables, quoi qu'il en dise Émeric. Mais l'une calcifuge et l'autre calcicole. Et ensuite, des hépaticatales, comme Corsinia corandrina, le nom indique que le tal a une odeur, c'est une plante aromatique, donc il faut la froisser pour dégager une très bonne odeur. Une émotion olfactive. Ou encore, c'est hyper important. Tarragionia hypophylla, Rebulia hemispherica et nombreuses Rixia comme Rixia warstoffi. Les noms ils sont toujours un peu compliqués. Il y a trois espèces qui ressortent de la bryoflore des grès, qui émergent pour des particularités chorologiques surtout. Tous les 3 sont en situation d'isolat. La première est Campylopus atrovirens. C'est une grosse espèce, c'est un gros coussin vert bronze assez caractéristique. Il peut faire 10 cm de haut
c'est pas rien. Bon, le genre, il n'est pas le plus simple, donc il faut passer au microscope. Et on peut voir que les feuilles, elles sont parcourues par des fines lamelles de une cellule de haut, ce qui en coupe transversale, il fait des tout petits dents. D'un point de vue chorologique, c'est une espèce qui a une répartition assez large. Europe, côte de l'Amérique du Nord, avec des irradiations en Asie du Sud-Est. Il y a aussi des stations disjointes aux Açores et au Caucase. Néanmoins, les seules populations très denses sont en Scandinavie et dans le Royaume-Uni. Il se fait très rare en Europe méridionale, France comprise, et dans les Cévennes, c'est en situation d'isolat. Tous les deux localités sont sur grès. L'une sur grès du Trias, en Ardèche, et l'autre sur grès houillet, dans le Gard. C'est une espèce qui est globalement a une chorologie océanique méditerranéenne, mais elle a quand même une nette affinité montagnarde, comme il le démontrent les 3 foyers principaux au Cantal, dans les Alpes du Nord et dans les Pyrénées. De plus en plus rare, Bryome mini, maintenant Ptychostomum mini, très joli briacée, un coussin vert en général avec des nuances de rouge parfois. Il peut se reconnaître déjà sur le terrain parce que les feuilles sont en rosette sur une petite tige et à l'état sec, ils se vrillent beaucoup, sont torsadés vraiment en hélice et la feuille n'a pas de poils apicales. C'est une espèce déjà endémique européenne, ce qui n'est pas courant dans le monde des mousses. Elle est connue en Madère, péninsule ibérique, surtout au Portugal, d'où elle est décrite, et France méridionale. Les autres localités où c'est des erreurs, en Italie, où c'est pas sûr, en Grèce. Elle est très rare en France, première mention dans les massifs de mort, déjà sur grès arcosique permien, au rocher de Roquebrune en 98, ce sera la seule mention pour plus de 20 ans. Il faut attendre les années 2020. Entre 2021 et 2024, 3 nouvelles localités en Ardèche méridionale, dont une sur grès du Trias. Et on arrive à la dernière pépite, Anthoceros caucasicus, très joli anthocérote, à tal frisé. Le tal est parcouru par des crêtes, les marges sont frisées. Il faut passer par le microscope pour regarder les spores qui sont grises et munies de petites épines. Émeric me conseille de dire que le sporophyte a la forme d'un corne de rhinocéros. C'est le rhinocéros. C'est Rhinocéros caucasicus, donc. Et dernière pépite, parce que à ce jour-ci, c'est la seule station connue en France, sur les grès triassiques d'Ardèche. C'est une espèce qui a une large présence exclusivement aux Açores et en Macaronésie. Il est rarissime ailleurs, péninsule ibérique, Italie, Caucase, sur le bord de la mer Noire, d'où elle a été décrite. Et donc la station Cévenol, elle est d'autant plus importante parce qu'elle fait le lien entre l'Italie et les stations ibériques. C'est une espèce donc avec une répartition plutôt méditerranéenne et macaronésienne. Néanmoins, des récentes découvertes de l'espèce en Belgique, Pays-Bas et Hollande et Allemagne laissent penser à une expansion dans le domaine tempéré. Et je vais terminer avec quelques espèces d'affinités montagnardes que, comme on a dit, représentent un tiers de la flore, et notamment Anomobryum concinatum, espèce assez exceptionnelle aux basses altitudes des grès cévenols. Et je laisse la parole à Aurélien pour les communautés. Donc, merci Mathia. Alors Mathia vous a fait un petit tour d'horizon, vous a proposé un tour d'horizon des espèces phares qu'on a découvertes sur ces grès. Et là maintenant on va discuter un petit peu, on va parler un petit peu des communautés, on va montrer un petit peu le positionnement écologique de certaines de ces espèces. Et quoi de mieux que d'aller sur ce site que vous a montré Émeric tout à l'heure, le site de Vignelongue, sur la commune de Chambonnat. Donc c'est un site sur grès arcosique. C'est un site qui est bordé par la Sûre, donc la rivière que vous voyez ici, qui est un affluent du Chazac. Et c'est un site plutôt de petite taille, qui fait à peu près 2 hectares et demi.
et qui se structurent sous forme de terrasses successives, des terrasses irrégulières, qui sont en tétine, comme disait Émeric, voilà, avec ces petites protubérances qui couvrent certaines de ces dalles, enfin sur le haut des dalles en tout cas. Et là, du coup, alors, là vous avez un transect qu'on a essayé de schématiser ici. C'est ce transect-là, avec ce schéma, avec une vue en profil. On voit sur ce schéma qu'on a, sur quelques dizaines de mètres seulement, une grande diversité dans les conditions environnementales. En tout cas, on a beaucoup de micro-habitats. Et on peut structurer un petit peu comment dire, ça s'organise en deux grandes structures. Donc on a la zone, pardon, oula, on a une zone de dalles exposée ici, avec les zones de dalles à tétine, donc une zone ensoleillée, ces dalles ensoleillées, et on a aussi tout un tas de micro-habitats qui sont dans des abris sous roche. Et ces abris sous roche bénéficient d'une humidité qui est constante, qui est relativement forte, et qui sont alimentés par des ruissellements. Et là, en fonction de la nature des eaux qui ruissellent, et en fonction du coup, si l'eau traverse des grès qui vont être riches, avec des ciments qui vont être riches en carbonate, on va avoir des eaux qui vont être dures. Et au contraire, on a aussi des eaux de ruissellement qui vont être plus douces, entre guillemets. Donc on peut avoir des communautés très contrastées dans ces abris sous roche. Et on peut avoir des zones à ossements de royal qui sont juste à côté, juste apposées à des zones d'Adiantum capillum veneris, la capillaire. Tout ça pour montrer un petit peu le contraste, en tout cas, et la proximité de communautés qui sont presque un peu opposées sur un plan écologique, sur certains paramètres. Et on va faire un petit focus sur les micro-habitats de la zone supérieure, sur la zone de dalles. Donc voici ces zones-là. Donc on retrouve une multitude de petites protubérances de ces pitons rocheux. Et voilà un gros plan de ces pitons rocheux. Ce qu'on remarque en fait sur cette photo, c'est que on a une grande régularité dans la manière dont les mousses vont coloniser en fait ces pitons rocheux. On peut voir en fait sur la face sud, sur l'adret en fait de cette petite montagne pour un bryologue, on peut voir que la face sud de tous les pitons sont couverts d'une mousse grisâtre qui est Grimia lavigata. C'est une espèce assez commune, thermophile, la plus thermophile en tout cas de celle qu'on a sur ces rochers. Alors que la face nord est occupée ici par Grimia decipiens, une espèce un peu moins thermophile, donc on voit qu'elles n'ont pas le même pore, la même taille, la même couleur, donc ça se distingue assez bien. Et il y a une troisième espèce qui tire son épingle du jeu ici, qui n'est pas Campylopus atrovirens, mais Campylopus pilifera. Ça, c'était l'émotion dans la préparation du diaporama. Et du coup, ce Campylopus pilifera va se développer sur la base, sur les zones un peu plus basses du coup de ces pitons. Finalement, c'est des zones qui vont recevoir des sables qui proviennent de l'érosion de ces grès. On a des petites zones d'accumulation de sable et on retrouve des espèces, des communautés terricoles, psamophiles du coup sur des sables, dont ce Campylopus qui est souvent avec Polytrichum juniperinum, Polytrichum pilifera, Ceratodon purpureus, donc une communauté de milieux secs, sableux. Et du coup, on fait une petite analogie pour les botanistes qui ne sont pas bryologues, mais cette petite montagne, finalement, on pourrait comparer ces végétations avec une hêtraie sur le versant nord, une chênaie pubescente sur le versant sud, et une belle frênée chênaie sur des bas de pente colluvionnées. Voilà, ça donne une petite image du paysage pour le bryologue. Au pied de cette étine, de ces pitons rocheux, on va retrouver des petits canyons, des gorges très profondes, quelques centimètres de haut, quelques 10 centimètres de haut. Et au pied on peut voir ici, c'est quand même assez bien creusé, donc c'est des zones qui sont alimentées de manière presque continue. On peut avoir un assèchement estival forcément dans la période de juillet, août, peut-être début septembre, mais elles sont en eau une bonne partie de l'année. Et du coup, ces eaux vont apporter des éléments de matière organique et des sables. Et en fait, ces sables et ces matières organiques vont se mélanger, vont
vont s'accumuler sur les bordures, sur les rives, et on va retrouver, donc ce sont presque des sables lumifères finalement sur ces milieux-là, et on va retrouver donc une communauté assez spécifique dont vous a montré tout à l'heure, dont vous a parlé Mathia avec les bryums. On le voit ici, donc c'est les bryacées qui dominent, les bryums qui vont dominer ce milieu. On va retrouver 3 grandes espèces de bryums. Alors c'est une communauté qui est très esthétique, pour le coup très jolie, surtout en automne, au printemps, quand on le voit sur cette photo, et notamment quand on a le rouge du Bryum alpinum qui vient se mêler avec ces zones de Bryum gémipa, enfin d'autres espèces de Bryum qu'on va voir juste après. Et là, du coup, vous avez les 3 espèces de Bryum, Bryum alpinum, Bryum alors il y a Pseudotrichotrom et Bryum gemiparum. Donc voilà, dominé par les bryums. On a aussi Grimialisei qui vient s'intercaler là-dedans. Et dans les zones un petit peu plus en cuvette, on va retrouver des accumulations d'argile, ce qui va permettre d'avoir un assèchement quasiment pas d'assèchement. En tout cas, on a une perméabilité une permanence de l'humidité qui est beaucoup plus importante, une rétention d'eau plus importante, et on va retrouver des hépatiques qui ont besoin de beaucoup plus d'humidité toute l'année, donc notamment le Targionia hypophylla, des Rixia berriciana, Rixia vanstorfi et d'autres espèces comme Archidium, etc. Donc voilà, on a une multitude de communautés sur ces bordures de micro-talweg à la base de cététine. Et pour finir, juste un petit focus aussi sur un habitat, et pas des moindres, puisque c'est celui qui accueille notamment Bryum mini, qui est l'espèce un peu phare avec Anthoceros caucasicus. Donc ce sont des zones de transition entre deux niveaux de dalles. Sur ces zones de transition, on voit les traits jaunes indiquent en fait des micro-habitats. Donc il y a beaucoup d'anfractuosité, de fissures, de concavités. Et ces milieux génèrent une humidité. Il y a une humidité quand même atmosphérique qui est assez importante. On a des sointements qui sont très locaux. Enfin, localement, on a des sointements qui sont relativement faibles, mais qui existent. Et tout ça génère une certaine humidité et c'est hyper favorable pour les fougères et les mousses. Du coup, on a également un enrichissement en matière organique et en matière minérale. Et dans ces milieux-là, non, je vais peut-être rester sur la diapo précédente. On va avoir à la fois des communautés épilithiques qui vont se développer quasiment directement sur la roche, ou alors il y a juste un peu de matière organique dans les micropores du grès, mais on va aussi avoir des communautés humo-épilithiques. Donc ils vont se développer sur des fines couches d'humus, notamment à la base de ces concavités-là, de ces microbalmes, où on va retrouver un petit peu plus d'humus, voire parfois un tout petit peu de sable, d'argile ou d'autres éléments qui vont faire qu'on a des communautés terricoles différentes. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses en tout cas sous ces concavités. Et voilà, on a les espèces de ce milieu qui sont illustrées. Alors, c'est pas évident, là, c'est vrai que les photos sont... Mais il y a énormément d'anogramma leptophylla, finalement, on a appelé ça anfractuosité anogramma, parce que c'est cette espèce qui va structurer ce micro-habitat qui est vraiment très abondante. Et notamment, on a aussi d'autres espèces de fougères, comme Asplenium obovatum biloti, Foresiense, et en termes de bryophytes, donc l'Anthocéros, j'en parlais tout à l'heure, et beaucoup d'espèces, Corsinia coriandrina, Epipterygum toseri, et bien d'autres choses. Et du coup, finalement, la conclusion un petit peu de tout ça, c'est qu'on a pu montrer qu'il y a des enjeux bryophytiques qui sont vraiment forts sur les grès. Néanmoins, il y a plus de questions qui ont été soulevées que de réponses qu'on a pu apporter. Et je vais laisser Émeric juste en dire quelques mots. En 35 secondes. Le but de cette petite présentation, c'était de vous faire aimer les grès et de vous inviter à explorer les grès qui sont par chez vous parce que vous allez faire des découvertes. Ça, c'est le premier point. Il y a un point important, c'est que ces 15 dernières années, le grès a finalement apporté 2 espèces nouvelles pour la France. Et donc, il y a encore à chercher, rien que dans les Cévennes graiseuses, parce qu'il y a une espèce qui a été déjà publiée il y a une quinzaine d'années, un céphalosiella, ça n'attire pas les foules, mais celui-là, il est un peu plus flashy. Ça, c'est un point. Et le troisième point dont je voulais parler, c'est la protection. C'est des sites qui sont très esthétiques, qui donnent envie d'aménager. Il y a déjà eu un aménagement que je jugerais assez catastrophique, pas très loin de là, sur les mêmes genres de sites, les fameuses tétines de Vernon, qui ont labouré et complètement érodé
les milieux. Donc c'est des sites qui mériteraient d'être protégés de manière ferme. Et on a déjà des attaques de pistes et de choses comme ça pas loin. Voilà, donc je suis assez inquiet. L'autre chose, évidemment, on pourrait faire plein de recherches. Il y en a une qui m'amuserait beaucoup, par exemple, c'est de rechercher, d'un point de vue génétique, l'origine de cet Anthocéros caucasicus et d'essayer de comparer avec les populations des Açores et d'ailleurs, à savoir si est-ce que c'est une arrivée récente, parce que maintenant la génétique permet de dater les arrivées, et à quel épisode climatique c'est lié. Est-ce que c'est une espèce qui est arrivée récemment, qui est arrivée tardivement, ou qui est une relique d'un climat passé différent d'aujourd'hui. Donc plein de recherches potentielles encore. 5 minutes pour les questions, à peine. Oui, c'est ça, on va faire rapide. Les 35 secondes étaient longues. Mais garde-le celui-là. Voilà, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle sur ces petites communautés? Effectivement, c'était émotion. Ouais. Ah, il n'y a pas de bryologue. Ouais, une petite question là. Merci à vous trois là, c'était vraiment très très bien. Dans les anfractuosités, là, des grès, là, il y a du Vandenboschia. On a cherché. Et t'as pas trouvé? Pas encore, mais ça va. Aïe. Il faut être patient. On va y arriver. Ouais. Mais du coup, il y a de la place pour les ptéridologues. Il faut fouiller. Viens fouiller avec nous. non, mais c'est vrai qu'on y cherche depuis un moment, mais il y a des problèmes des fois aussi de carbonate dans la roche qui gêne. Mais comme il est présent en planche torte, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas ici. À chercher donc. Et effectivement, il y a une grande richesse en fougères aussi. Je voulais savoir si vous aviez une idée, au-delà de l'habitat de la mousse et du fait qu'elle soit sur grès, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influer leur installation? Est-ce que par exemple dans la roche, je ne sais pas s'il y a une concentration de carbone ou d'autres choses, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des études là-dessus? Les métaux lourds, on n'en a pas parlé. Mais la première espèce dont j'ai parlé, qui était nouvelle pour la France, était liée à des métaux lourds. Donc oui, il y a d'autres influences dans la roche qui peuvent amener une espèce différente. C'est un axe de recherche. Quelle espèce C'est Cephalosiella filacantha. C'est un truc qui est vraiment lié au site minier en général, qui est lié à une richesse en cuivre, en cadmium, en plomb, ces trucs-là. Tu veux compléter? Après, il ne faut pas oublier que la diversité des bryophytes sur les grès, ça reste, comme l'a dit Imri tout à l'heure, enfin, au début, ou peut-être, je ne sais pas si tu as fait le lien, c'est que ça reste une éponge et que tous ces pores-là, en fait, permettent comment dire, l'humidité va se dégager progressivement un peu toute l'année, quoi. Et c'est ça qui, à mon avis, est hyper favorable pour les mousses et pour leur installation aussi, quoi. Pour beaucoup d'espèces, en tout cas. Et il y a aussi beaucoup de matière organique qui arrive à se déposer dessus, à y rester. Et il y a du ruissellement assez continu, quoi. Et donc, il y a beaucoup de matière qui arrive de plus haut, qui après s'arrête dans le port. Et s'il n'y a pas d'autres questions, mais en guise de conclusion, c'est juste pour avoir une espèce de perspective. Si on se projette dans un avenir où tout va cramer et sécher, quoi, eh ben, les seuls endroits dans le Sahara où il y a des arbres, au milieu, là, le fameux site de Janet avec des cyprès, il est sur des grès. On va acheter des parcelles là-bas alors. Les grès sont hyper importants. Il faut les préserver parce qu'ils sont beaucoup plus résilients pour abriter de la flore très très longtemps. Bon, j'espère qu'on ne va pas avoir du Sahara bientôt, mais c'est juste. Non, tu auras peut-être un circuit de motocross avant, mais ça, après, on va.